Mon fils m'appelle tous les soirs à la même heure et demande « Es-tu seul ?» Si je dis oui, il raccroche. Si je dis non, il insiste pour savoir qui est avec moi. Hier soir, j'ai menti et lui ai dit que j'étais seul. Je n'aurais jamais imaginé que cela me sauverait. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous regardez. Le téléphone sonna à 22h47 précise, comme tous les soirs depuis 3 mois. J'étais assise dans le fauteuil de mon défunt mari, celui près de la fenêtre, qui donnait sur le verger de pommiers s'étendant derrière notre ferme du Vermont. Les arbres étaient nus maintenant, des doigts squelettiques tendus vers un ciel de novembre. Je tenais les lunettes de lecture de Robert, les tournant et les retournant dans mes mains, me demandant pourquoi je les gardais encore sur la table d'appoint après 2 ans. « Allô, Albert ?» dis-je, sans prendre la peine de vérifier l'identité de l'appelant. La ponctualité de mon fils était presque pathologique. « Maman. » Sa voix était tendue, contrôlée. « Es-tu seul ?» La question, toujours la même question. Je balayais le salon du regard. Le canapé à fleurs délavées que Robert et moi avions acheté il y a 30 ans. L'horloge de grand-père qui avait appartenu à ma mère. La photo de mariage sur la cheminée où nous semblions tous les deux incroyablement jeunes. La maison paraissait énorme dans son vide, chaque pièce résonnant de l'absence de l'homme qui les avait remplis de son rire, de sa présence, de sa vie. « Oui, dis-je. Je suis seul. » La ligne devint silencieuse. Je fixai le téléphone dans ma main, écoutant le silence qui suivit. C'était nouveau. D'habitude, quand je disais oui, Albert se lançait dans un monologue de 15 minutes sur la sécurité, sur la nécessité de garder les portes verrouillées, sur les dangers de l'isolement rural pour une femme de mon âge. Il avait hérité de l'inquiétude de son père, mais pas de sa chaleur. Ce soir, juste le silence et un appel interrompu. Je posai le téléphone, ma main tremblant légèrement. À 63 ans, j'avais appris à faire confiance à mon instinct. Et en ce moment, il hurlait que quelque chose n'allait pas. La maison s'installa autour de moi avec ses craquements et ses gémissements familiers. J'avais vécu ici pendant 40 ans, élevé Albert entre ses murs, enterré mon mari depuis le salon de devant. Je connaissais chaque son, chaque courant d'air, chaque particularité. C'est pourquoi je remarquai immédiatement quand la poignée de la porte de la cuisine tourna. Je l'avais verrouillée. Je la verrouillais toujours après le dîner. Mon souffle se coupa dans ma gorge. Je restai parfaitement immobile dans le fauteuil, partiellement caché de la vue de la cuisine par le large encadrement de la porte. À travers l'interstice, je pouvais voir une ombre bouger à travers la fenêtre du vestibule. Quelqu'un essayait d'entrer. Mon esprit s'emballa. Le téléphone était sur la table d'appoint. Je pouvais appeler le 911, mais le shérif le plus proche était à 20 minutes de route par une bonne nuit. Le pistolet que Robert gardait était enfermé dans le coffre-fort de la chambre, et je n'avais jamais appris la combinaison. Il avait toujours eu l'intention de me la prendre, mais il y avait toujours un lendemain, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. La poignée cessa de bouger. Le silence s'étira, épais et suffocant. Puis j'entendis des pas s'éloigner sur l'allée de gravier. J'attendis 5 bonnes minutes avant de bouger, mon cœur battant à tout rompre contre mes côtes. Quand je me levai enfin, mes jambes étaient faibles. Je me glissai jusqu'à la fenêtre de la cuisine et regardai à travers le rideau. Rien. Juste l'obscurité et la lointaine lumière de sécurité près de la grange. Mais sur la table de la cuisine, je vis quelque chose qui n'était pas là avant. Une enveloppe blanche, non scellée, posée exactement au centre de la table. Mes mains tremblaient en m'approchant. L'enveloppe était en papier cartonné de qualité, du genre utilisé pour les invitations de mariage ou les annonces officielles. Il n'y avait pas de nom, pas d'adresse, aucune marque d'aucune sorte. J'aurais dû appeler la police. C'est ce qu'une personne censée ferait. Mais quelque chose m'arrêta. Peut-être que c'était les 40 ans d'autonomie que la vie à la ferme exige. Ou peut-être que c'était le souvenir de la voix d'Albert au téléphone. Cette étrange urgence dans sa question. « Es-tu seul ?» J'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule photographie, vieille et légèrement délavée. Elle montrait cette maison, ma maison, mais datant d'au moins 30 ans, à en juger par les jeunes pommiers et la grange d'origine qui avait brûlé en 1998. Devant la maison se tenaient 4 personnes. Robert, beau et jeune dans ses vêtements de travail, moi, à peine 30 ans, tenant le bébé Albert, et 2 personnes que je ne reconnaissais pas. Un homme grand aux cheveux noirs et une femme à l'expression sévère. Au dos,
Une écriture que je ne connaissais pas disait « Le partenariat ». 1992 Certaines dettes n'expirent jamais. Ma bouche devint sèche. 1992 L'année où nous avions acheté cette ferme. L'année où Robert était rentré un jour avec la compte en espèces, me disant que son oncle était mort et lui avait laissé un héritage. Je ne l'avais jamais remis en question. Nous étions en difficulté, cumulant 3 emplois à nous deux, rêvant d'une terre à nous. L'argent avait semblé être un miracle. Mais Robert avait été fils unique, et ses 2 parents avaient aussi été enfants uniques. Il n'avait pas d'oncle. Je retournai la photographie, étudiant les visages des étrangers. L'homme avait sa main sur l'épaule de Robert d'une manière qui semblait possessive, propriétaire. La femme me regardait avec une expression que je pouvais maintenant reconnaître comme quelque chose proche du mépris. Qui étaient ces gens? Et pourquoi quelqu'un me laissait-il cette photographie maintenant, 2 ans après la mort de Robert? Le téléphone sonna de nouveau. J'ai failli laisser tomber la photographie. Cette fois, ce n'était pas Albert. Le numéro était masqué. Allô? Ma voix sortit plus forte que je ne le sentais. Madame Diane Hartwell? La voix d'un homme, douce et éduquée, avec la plus légère trace d'un accent de Boston. Oui. Mon nom est James Thornton. Je suis avocat. Je m'excuse pour l'heure tardive, mais j'essaie de vous joindre depuis un certain temps. Votre fils a intercepté mes appels. Ma prise sur le téléphone se resserra. De quoi parlez-vous? Je représente la succession de Catherine et William Morse. Ils sont décédés il y a 6 mois dans un accident de voiture dans le Maine. Vous êtes nommée dans leur testament, Madame Hartwell. Nommée de manière assez proéminente, en fait. La pièce vacilla légèrement. Je m'assis lourdement sur la chaise la plus proche. Je ne connais personne de ce nom. Peut-être pas de nom, dit Thornton prudemment. Mais je crois que vous les connaissiez il y a 33 ans, lorsque vous et votre défunt mari avez acquis votre propriété. Je baissai les yeux sur la photographie dans ma main, sur la femme à l'air sévère et l'homme grand avec sa prise possessive sur l'épaule de Robert. Que veulent-ils, chuchotai-je. Ils ne veulent rien, Madame Hartwell. Ils sont morts. Mais ils vous ont laissé quelque chose que votre fils est très désireux de vous empêcher de recevoir. Dites-moi, vous a-t-il appelé tous les soirs en vous demandant si vous étiez seul? Mon sang se glaça. Comment savez-vous ça? Parce qu'il est venu 3 fois à mon bureau pour tenter d'obtenir une procuration sur vos affaires. Il prétend que vous souffrez de déclin cognitif. Que vous n'êtes pas compétente pour gérer vos propres affaires. Il a été très insistant. Les mots me frappèrent comme des coups physiques. Albert, mon fils, essayant de me faire déclarer incompétente. C'est absurde, dis-je. Mais ma voix tremblait. Je suis parfaitement capable. Je sais que vous l'êtes, c'est pourquoi j'avais besoin de vous joindre directement. Madame Hartwell, les Morse vous ont laissé un document, un contrat signé par votre mari en 1992, et une lettre expliquant tout. Mais je dois vous les remettre en personne, et je dois le faire avant que votre fils ne se rende compte que nous avons pris contact. Quel genre de contrat? Le genre qui fait de vous une femme très riche, et le genre qui explique pourquoi quelqu'un pourrait vouloir vous garder isolée et confuse, Madame Hartwell. Êtes-vous vraiment seule dans cette maison? Je pensais à l'enveloppe sur la table. À la personne qui avait essayé la porte. Je ne sais plus, dis-je honnêtement. Écoutez-moi attentivement. Ne parlez de cet appel à personne. Ni à votre fils, ni à personne d'autre. Je pars de Boston maintenant. Je peux être là pour 1h du matin. Pouvez-vous rester éveillé? Pouvez-vous rester en sécurité? Je regardais autour de ma cuisine, la pièce où j'avais préparé 40 ans de petit déjeuner, où j'avais soigné Albert pendant ses maladies d'enfance, où Robert et moi avions planifié notre avenir autour d'innombrables tasses de café. Elle me sembla soudainement un territoire étranger, plein d'ombre et de secrets. Madame Hartwell? La voix de Thornton était urgente. Vous êtes là? Je suis là, dis-je. J'attendrai. Gardez vos portes verrouillées. Si quelqu'un vient à la porte avant que j'arrive, même si c'est votre fils, ne le laissez pas entrer. Comprenez-vous? Oui. Bien. Je vous vois bientôt. Il raccrocha. Je restai assise dans la cuisine un long moment, fixant la photographie. Le partenariat, 1992. Certaines dettes n'expirent jamais.
Robert m'avait menti. Albert essayait de me faire déclarer incompétente. Quelqu'un avait essayé d'entrer dans ma maison, et 2 étrangers dont je n'avais jamais entendu parler étaient morts et m'avaient laissé, quoi? De l'argent, une propriété, des secrets? L'horloge de grand-père dans le salon sonna 23 heures. J'avais 2 heures avant l'arrivée de Thornton. 2 heures pour comprendre à quoi j'avais affaire, pour décider si je pouvais lui faire confiance, pour me protéger de ce qui allait arriver. Je me levai et me dirigeai vers le bureau de Robert, la seule pièce de la maison que j'avais à peine touchée depuis sa mort. Son bureau était exactement comme il l'avait laissé, propre, organisé, tout à sa place. Robert avait été méticuleux, presque obsessionnel. Je commençai à ouvrir les tiroirs. Dans le 3e, caché sous une pile de vieux manuels d'équipement agricole, je trouvai une autre enveloppe. Même papier cartonné de qualité, même surface sans marque. À l'intérieur, il y avait une clé, en laiton ancien, du genre qui pourrait ouvrir un coffre-fort, et un mot de l'écriture de Robert. Diane, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Je suis désolé pour tout. La clé ouvre le coffre 247 à la First National de Burlington. Vas-y seul. Ne le dis à personne. Surtout pas à Albert. Il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre. Certains secrets sont destinés à protéger, pas à nuire. Je t'ai aimé. Toujours. R. Mes mains tremblaient en tenant le mot. Robert avait su quelque chose, m'avait laissé un moyen de le découvrir. Le téléphone sonna de nouveau. Albert, pile à l'heure pour sa 2e tentative. Cette fois, quand il demanda « Es-tu seul ?», je pris une décision qui allait tout changer. Non, mentis-je. Le shérif est passé. Il est encore là, il vérifie le périmètre. Il a cru voir quelqu'un dans le verger. Le silence à l'autre bout du fil fut plus long cette fois. Quand Albert parla de nouveau, sa voix était différente. Plus dure, plus froide. C'est bien, maman. C'est très bien. Reste en sécurité ce soir. Je passerai demain matin à la 1re heure. Nous devons parler. Parler de quoi? De l'avenir. De ce qui est le mieux pour toi. Dors bien, maman. Il raccrocha avant que je puisse répondre. Je fixai le téléphone, la clé, la photographie. Demain matin, il l'avait dit comme une menace. Mais ce soir, j'avais 2 heures. 2 heures pour apprendre la vérité. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je ressentis quelque chose que je n'attendais pas. Je me sentais prête à me battre. Il me restait 90 minutes avant l'arrivée de Thornton. 90 minutes pour fouiller une maison pleine de 40 ans de vie accumulée à la recherche de réponses que mon mari avait délibérément cachées. Je commençai par le bureau de Robert, travaillant méthodiquement à travers chaque tiroir, chaque dossier, chaque livre sur les étagères. Registre de la ferme, déclaration de revenus, reçu d'équipement. Tout était méticuleusement organisé et paraissait complètement ordinaire. Trop ordinaire. Robert avait caché quelque chose, ce qui signifiait qu'il était doué pour ça. Je vérifiai ma montre. 23h30, la maison semblait différente maintenant, chargée de secrets. Chaque ombre paraissait plus sombre, chaque craquement plus sinistre. Dans le classeur, je trouvai notre acte de propriété. Je ne l'avais jamais vraiment lu avant. Robert s'était occupé de toute la paperasse. Maintenant, en l'étudiant à la lumière de la lampe, je vis quelque chose qui me serra l'estomac. La propriété n'avait pas été achetée en 1992. Elle avait été transférée. Les anciens propriétaires étaient listés comme William et Catherine Morse, le couple sur la photographie, le couple dont j'étais censé être nommé dans la succession. Nous n'avions pas acheté cette ferme. On nous l'avait donnée. Pourquoi quelqu'un donnerait-il une ferme de 100 acres avec une maison et une grange? Qu'avait fait Robert pour mériter un tel cadeau? L'horloge de grand-père sonna minuit et je faillis sauter de ma peau. Reprends-toi, Diane, me dis-je. Tu as survécu au cancer de Robert, à la gestion de cette ferme seule, à 2 hivers du Vermont sans lui. Tu peux gérer ça. Je me dirigeai vers la chambre, vers le placard de Robert. Ses vêtements y étaient encore suspendus. Je n'avais pas encore pu m'en séparer. Je passai mes mains le long des poches de ses vestes, me sentant ridicule, comme un personnage de film. Mais dans la poche intérieure de son blazer du dimanche, je trouvai quelque chose.
Une carte de visite, usée d'avoir été manipulée à plusieurs reprises. Morse et Associés, société d'investissement privé. William Morse, associé principal. Une adresse à Boston, un numéro de téléphone qui avait été déconnecté. J'essayai immédiatement. Partenariat d'investissement privé. Les mots de la photographie résonnaient dans mon esprit. Je m'assis sur le bord du lit, essayant de reconstituer le puzzle. Robert avait travaillé pour William Morse à un certain titre. Ils avaient investi dans quelque chose ensemble. Et d'une manière ou d'une autre, Robert s'était retrouvé avec leur ferme. Des phares balayèrent le mur de la chambre. Je me figeai. Il n'était que minuit 15. Trop tôt pour Thornton. Je m'approchai de la fenêtre et regardai à travers le rideau. Un SUV sombre s'était garé dans mon allée, son moteur tournant encore. Pendant que je regardais, Albert sortit du côté conducteur. Mon fils, ici, maintenant. Il était censé venir demain matin. Il avait dit, demain matin, à moins qu'il n'ait menti. À moins qu'il n'ait jamais eu l'intention d'attendre. Je le regardais se diriger vers la porte d'entrée, ses mouvements déterminés, confiants. Il avait une clé. Bien sûr, il avait une clé. Je lui en avais donné une il y a des années pour les urgences. Ceci se qualifiait comme une urgence, mais pas du genre que j'avais imaginé en lui remettant cette clé. Je l'entendis tourner dans la serrure en bas. J'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Maman, appela Albert. Sa voix résonna dans la maison. Maman, je sais que tu es là. Ta voiture est dans l'allée. Je ne répondis pas. Mon esprit s'emballa. L'avocat avait dit de ne laisser entrer personne, même Albert, surtout Albert. Maman, j'ai parlé au shérif Daniels. Aucun adjoint n'a été envoyé ici ce soir. Tu m'as menti. C'est pas se déplacer au rez-de-chaussée. Je pouvais suivre sa progression. Salon, cuisine, salle à manger. Il cherchait méthodiquement, tout comme je l'avais fait. J'essaie de t'aider, cria-t-il. Tu es confuse. L'avocat qui t'a appelé, James Thornton, il n'est pas qui il prétend être. Il essaie de t'escroquer, de profiter de ton chagrin. Je pressai mon dos contre le mur de la chambre, retenant à peine ma respiration. Il était au bas des escaliers maintenant. Maman, s'il te plaît. Je m'inquiète pour toi. Ces pensées paranoïaques, le mensonge, ce sont des signes. Papa voudrait que je prenne soin de toi. Ne mêle pas ton père à ça, pensai-je avec une colère soudaine et féroce. N'ose pas l'utiliser comme justification. Les pas d'Albert commencèrent à monter les escaliers. Lourd, délibéré, pas le son d'un fils inquiet, le son de quelqu'un qui avait déjà pris sa décision. Je me déplaçai silencieusement vers la porte de la chambre et tournai le verrou. Il ne le retiendrait pas longtemps s'il voulait vraiment entrer, mais cela pourrait me faire gagner du temps. Maman. Sa voix était plus vive maintenant, juste devant la porte. Il essaya la poignée. Pourquoi est-ce verrouillé? Es-tu là-dedans? Je vais bien, Albert. Rentre chez toi. Reviens demain comme tu l'as dit. Ouvre la porte. Non. Le silence qui suivit fut pire que sa colère n'aurait pu l'être. Quand il parla de nouveau, sa voix avait changé. Plus douce, plus manipulatrice. Je reconnus ce ton de son enfance. Des fois où il avait essayé de me convaincre que la fenêtre cassée ou l'argent manquant n'était pas de sa faute. Maman, je t'aime. Tu le sais, n'est-ce pas? Tout ce que je fais, c'est parce que je t'aime. Mais tu ne penses pas clairement. La ferme est trop pour toi. L'isolement affecte ton jugement. J'ai parlé à d'excellents établissements de soins. J'ai 63 ans et je peux encore travailler plus que des hommes de la moitié de mon âge. Je n'ai pas besoin d'un établissement. Tu as des délires paranoïaques. Tu as menti sur la présence d'un shérif. Tu refuses d'ouvrir la porte de ta chambre à ton propre fils. Ce ne sont pas les actions de quelqu'un qui s'en sort bien. À travers la porte, j'entendis un autre son. Du papier qui bruisse. C'est intéressant, dit Albert, sa voix prenant une nouvelle tournure. Une clé et un mot de papa. À propos d'un coffre-fort à Burlington. Une pause. Coffre 247. Ne le dis à personne, surtout pas à Albert. Il rit, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Eh bien, c'est assez clair, n'est-ce pas?
Tu as trouvé ça ce soir, maman? C'est de ça qu'il s'agit? Mon cœur se serra. J'avais laissé le mot sur le bureau de Robert quand j'étais passé à la recherche dans la chambre. C'est privé, dis-je. Privé? Maman? Papa est mort depuis 2 ans. Quoi qu'il cachait, il est temps de le mettre en lumière. Pour ton propre bien. Rends-moi ce mot. Je ne crois pas. En fait, je pense que demain matin, toi et moi allons faire un tour à Burlington ensemble. Nous allons ouvrir ce coffre et voir ce qui inquiétait tant papa. Et ensuite, nous aurons une conversation sérieuse sur ton avenir. Je n'irai nulle part avec toi. Si, dit Albert. Et sa voix était devenue froide et plate. Tu iras. Parce que si tu ne le fais pas, j'irai au tribunal demain après-midi avec 3 médecins qui ont examiné ma documentation sur ton état mental déclinant. Demain soir, j'aurai la tutelle d'urgence et tu n'auras plus le choix sur quoi que ce soit. Les mots me frappèrent comme de l'eau glacée. Il avait planifié ça. Les appels téléphoniques nocturnes, les questions pour savoir si j'étais seul. Il avait monté un dossier, documentant ce qu'il appellerait des preuves d'isolement et de paranoïa. Tu ne peux pas faire ça, dis-je, mais ma voix tremblait. Je peux. Je l'ai fait. La seule question est de savoir si tu rends les choses faciles ou difficiles. Ouvre la porte, maman. Parlons-en comme des adultes. Je regardais l'horloge sur la table de chevet. Minuit 35, Thornton ne serait pas là avant au moins 25 minutes. Pourrais-je retenir Albert aussi longtemps? J'ai besoin d'1 minute, dis-je. Laisse-moi m'habiller. Je suis en chemise de nuit. Tu as 2 minutes. Ses pas s'éloignèrent légèrement, mais je pouvais dire qu'il était toujours juste devant la porte. Je me dirigeai vers la fenêtre. La chambre était au 2e étage, mais il y avait un treillis en dessous, vieux et probablement pourri. Mais il avait supporté les rosiers grimpants de Robert pendant 20 ans. Pourrait-il me supporter? Avais-je le choix? J'ouvris la fenêtre aussi silencieusement que possible, grimaçant à chaque petit bruit. L'air de novembre entra, froid et vif. Je regardai en bas. Le treillis semblait encore plus fragile sous cet angle. Le temps est écoulé, maman. La poignée de la porte cliqueta. Je passai ma jambe par-dessus le rebord de la fenêtre. Maman. La voix d'Albert s'éleva. Qu'est-ce que tu fais? Es-tu? La porte s'ouvrit avec fracas juste au moment où je me laissais glisser sur le treillis. J'entendis Albert jurer, l'entendis se précipiter vers la fenêtre. Maman, arrête. Tu vas te blesser. Mais je descendais déjà, mes mains trouvant des prises par instinct. Mon corps se souvenant comment bouger malgré les années. Le treillis craqua et gémit, mais il tint bon. Mes pieds touchèrent le sol juste au moment où le haut du treillis s'arracha de la maison avec un craquement semblable à un coup de feu. Je trébuchai en arrière, atterrissant lourdement sur la terre froide. Au-dessus de moi, Albert se penchait par la fenêtre. Maman, es-tu folle? Je me remis sur pied, ma hanche douloureuse mais fonctionnelle, et je courus, pas vers l'allée. Albert m'attraperait simplement avec son SUV. Au lieu de cela, je courus vers le verger, vers l'obscurité entre les arbres nus. Maman. Albert était au téléphone maintenant. Je pouvais entendre sa voix portée dans la nuit. Ouais, c'est moi. Elle s'enfuit. Elle a trouvé le mot sur le coffre. Nous devons avancer le calendrier. Je continuai à courir, mon souffle court, les branches s'accrochant à mes vêtements. À qui parlait-il? Qui d'autre était impliqué dans tout ça? J'atteignis le vieil abri à matériel au bout du verger et m'y réfugiai, me pressant contre le mur. À travers les interstices des planches, je pouvais voir les lumières de la maison, la silhouette d'Albert se déplaçant dans les pièces. Mon téléphone. J'avais laissé mon téléphone dans la maison. J'étais seul dans le noir, en chemise de nuit et en pantoufles, pendant que mon fils me chassait sur ma propre propriété. L'absurdité de la situation aurait été drôle si elle n'avait pas été si terrifiante. Une nouvelle paire de phares entra dans l'allée. Pendant un instant fou, j'espérais que c'était Thornton qui arrivait en avance. Mais c'était une berline, et je regardais une femme en sortir. Grande, élégante, un manteau cher. Rachel, la femme d'Albert. Elle se dirigea vers la maison comme si elle en était la propriétaire, et Albert la rejoignit à la porte. Ils parlèrent à voix basse, je ne pouvais pas les entendre. Mais leur langage corporel était clair.
Ils élaboraient une stratégie, planifiaient. Rachel ne m'avait jamais aimé. Elle l'avait clairement fait savoir dès le moment où Albert l'avait ramenée à la maison il y a 8 ans. Elle trouvait la ferme pittoresque et sale, mon style de vie peu sophistiqué. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle aiderait Albert à faire quoi que ce soit, à moins qu'elle ne soit celle qu'il Y avait poussée. Je frissonnais dans l'abri froid, regardant mon fils et ma belle-fille me chercher. La ferme qui avait été mon sanctuaire pendant 40 ans était devenue un piège. Une autre paire de phares, cette fois, une Mercedes argentée, chère, déplacée. James Thornton en sortit, portant une mallette en cuir. Il regarda les deux voitures dans l'allée, Albert et Rachel debout sur le porche, et son expression se durcit. Il était en avance. Dieu merci, il était en avance. Je le regardais s'approcher de la maison. Je regardais la confrontation se dérouler en pantomime. Albert barrant la porte. Thornton montrant une pièce d'identité. Rachel au téléphone, agitée. Puis Thornton fit quelque chose d'inattendu. Il tendit un document à Albert, dit quelque chose de sec, et remonta dans sa voiture. Mais il ne partit pas. Il se gara sur le côté de l'allée et coupa le moteur. En attente. Albert et Rachel se retirèrent dans la maison. Les lumières s'allumèrent dans chaque pièce. Ils me cherchaient. Je devais atteindre Thornton. Je devais atteindre cette voiture. Mes 50 mètres de terrain découvert se trouvaient entre l'abri à matériel et l'allée, et Albert s'était positionné à la fenêtre avec une vue dégagée. Le téléphone dans la maison sonna. Je pouvais l'entendre même d'ici, strident et insistant. Une fois, 2 fois, 3 fois. Il s'arrêta. Puis, quelques instants plus tard, toutes les lumières de la maison s'éteignirent. Le courant. Quelqu'un avait coupé le courant. Dans l'obscurité, j'entendis la voix de Rachel s'élever d'alarme. Je vis des faisceaux de lampes de poche balayer les fenêtres. C'était ma chance. Peut-être ma seule chance. Je courus. Je courus dans l'obscurité, mes pantoufles silencieuses sur l'herbe durcie par le gel. Derrière moi, j'entendis Albert crier quelque chose. J'entendis la réponse plus aiguë de Rachel. Le faisceau de la lampe de poche se balança sauvagement, cherchant. Mais j'étais déjà à la Mercedes de Thornton, ouvrant la portière passager et me jetant à l'intérieur. Roulez, haltez-je. Roulez maintenant. Thornton n'hésita pas. Le moteur rugit et nous reculâmes à toute vitesse dans l'allée, projetant du gravier. Dans le rétroviseur, je vis Albert courir après nous, son visage tordu de rage sous la lumière dispersée de la lampe de poche de Rachel. Nous atteignîmes la route principale et Thornton accéléra, la ferme disparaissant derrière les arbres nus. Ce n'est qu'à ce moment-là que je réalisai que je tremblais de manière incontrôlable, ma chemise de nuit trempée de sueur froide malgré le froid de novembre. Madame Hartwell, dit calmement Thornton, comme si des femmes âgées en chemise de nuit fuyaient leur maison pour monter dans sa voiture tous les jours. J'ai apporté une couverture. Elle est sur la banquette arrière. Je tendis la main en arrière et la tirai sur mes épaules. La laine était rêche mais chaude. Merci. Je suppose que c'était votre fils et sa femme. Il me cherchait. Il a trouvé le mot que Robert a laissé sur le coffre-fort. Il prévoit de me faire déclarer incompétente demain. Thornton hocha la tête d'un air sombre. Il a appelé mon bureau cet après-midi. Il a menacé de poursuites judiciaires si je vous contactais. Il a dit que vous étiez susceptible à la fraude en raison d'une capacité mentale diminuée. Il me jeta un coup d'œil. Vous venez de sortir par une fenêtre du 2e étage et de distancer 2 personnes de 30 ans plus jeunes. Je dirais que votre capacité est excellente. Malgré tout, je faillis sourire. Où allons-nous? Quelque part en sécurité. Quelque part où nous pouvons parler. Il sortit son téléphone et me le tendit. D'abord, appelez le shérif. Signalez une effraction. Votre fils est entré chez vous sans y être invité et vous vous êtes senti menacé. C'est la vérité, n'est-ce pas? Il a une clé. Je la lui ai donnée. Lui avez-vous donné la permission de l'utiliser ce soir? De vous piéger dans votre chambre? De vous chasser sur votre propriété? Je pris le téléphone. Non. Alors c'est une violation de domicile, au minimum. Passez l'appel. Mes mains tremblaient encore en composant le numéro. Le shérif Daniels répondit à la 3e sonnerie, sa voix pâteuse de sommeil.
J'expliquai ce qui s'était passé. Une version soigneusement éditée qui s'en tenait aux faits sans mentionner les avocats, les coffres-forts ou les mystérieux partenariats de 1992. Voulez-vous que j'envoie quelqu'un, demanda Daniels. Non, je suis en sécurité maintenant. Je suis avec un ami. Mais je voulais que ce soit documenté au cas où il y aurait d'autres problèmes. Albert vous cause des ennuis. Je sais que vous avez eu vos différends depuis le décès de Robert. En avions-nous eu? J'avais pensé que tout allait bien. Distant peut-être, mais bien. Combien avais-je manqué? Enveloppé dans mon propre chagrin. Documentez-le, s'il vous plaît, shérif. Je passerai demain pour faire une déclaration officielle. Après avoir raccroché, Thornton conduisit en silence pendant plusieurs minutes. Nous nous dirigions vers Burlington, les lumières des petites villes défilant. Finalement, il se gara sur le parking d'un dîner ouvert 24h24, un de ces endroits chromés et néons qui semblaient figés dans le temps. Du café, dit-il, et une conversation à l'intérieur, où il y a des témoins et des caméras. Malin. Je commençais à faire confiance au jugement de cet homme. Le dîner était presque vide, juste un camionneur au comptoir et une serveuse qui avait l'air trop fatiguée pour se soucier d'une femme en chemise de nuit couverte d'une couverture. Nous prîmes une banquette d'angle et Thornton commanda du café pour nous deux. Quand la serveuse partit, il ouvrit sa mallette et en sortit un épais dossier. Avant de vous montrer ces documents, dit-il, je dois vous expliquer quelque chose. William et Catherine Morse sont morts il y a 6 mois. Leur voiture est tombée d'un pont dans le Maine pendant une tempête. La police a conclu à un accident. Il fit une pause. Je ne suis pas convaincu que c'en était un. Ma tasse de café se figea à mi-chemin de mes lèvres. Vous pensez qu'ils ont été assassinés? Je pense qu'ils savaient quelque chose de dangereux. Et je pense que votre mari le savait aussi. Il fit glisser un document sur la table. Ceci est la déclaration de William Morse à mon attention. Enregistrée 2 semaines avant sa mort. Il savait qu'il était en danger. Il voulait s'assurer que certaines informations vous parviendraient s'il lui arrivait quelque chose. Je pris le document avec des mains tremblantes. C'était une transcription dactylographiée, d'aspect juridique et officiel, mais les mots étaient tout sauf formels. Mon nom est William Morse. J'ai 78 ans et je suis sain d'esprit. Cette déclaration est faite volontairement et en présence de James Thornton, avocat. En 1992, j'étais associé principal dans une société d'investissement privé. Nous étions spécialisés dans le capital risque, mais nous nous engagions également dans certaines transactions irrégulières. Des transactions qui impliquaient de l'argent provenant de sources qui préféraient rester anonymes. Robert Hartwell travaillait pour moi comme comptable. Il était brillant avec les chiffres, méticuleux, digne de confiance, ou du moins c'est ce que je pensais. Au printemps 1992, Robert a découvert que je blanchissais de l'argent pour une organisation criminelle, 3 millions de dollars sur 2 ans, acheminés par des investissements légitimes. Il est venu me voir avec les preuves. Je m'attendais à ce qu'il aille à la police. Au lieu de cela, il m'a fait une offre. Il voulait s'en sortir. Il voulait disparaître avec sa femme et son fils pour commencer une vie légitime loin de Boston. En échange de son silence, je lui donnerais ma ferme dans le Vermont, la propriété où ma femme et moi avions prévu de prendre notre retraite, et assez d'argent pour la gérer pendant les 5 premières années. Il emporterait les preuves avec lui, cachées dans un endroit sûr comme assurance. Je n'avais pas le choix. J'ai accepté. Robert Hartwell était un homme honnête contraint à une position malhonnête parce qu'il voulait protéger sa famille. Il ne savait pas, ne pouvait pas savoir que les gens avec qui j'étais impliqué n'oublient pas. Ne pardonnent pas. J'ai passé 33 ans à regarder par-dessus mon épaule. Catherine aussi. Et maintenant, ils nous ont trouvés. Je le sais. Je le sens. Si vous lisez ceci, Diane, c'est que je suis mort. Et Robert est déjà mort. Ce n'est pas une coïncidence. Les preuves que Robert a prises, registre financier, enregistrement, non, sont toujours là. Il m'a dit qu'il les avait cachées quelque part à la ferme. Un endroit que vous ne trouveriez que si vous en aviez besoin. Il a dit que vous étiez plus intelligente que quiconque ne le pensait et que s'il mourait subitement, vous trouveriez la solution. Vous devez les trouver, Diane. Pas pour l'argent. Dieu sait qu'il y en a assez. Et je vous laisse tout ce que j'ai pour compenser le danger dans lequel j'ai mis votre famille. Vous devez les trouver parce qu'ils viendront pour vous ensuite.
Votre fils Albert ne connaît pas toute l'histoire. Il ne connaît que des bribes. Assez pour le rendre dangereux. Pas assez pour le garder en sécurité. Quelqu'un l'a approché il y a des années, lui a donné des informations, l'a retourné contre vous lentement. Il pense qu'il protège le nom de la famille, son héritage. Il ne se rend pas compte qu'il travaille pour les gens qui ont tué son père. Ne faites confiance à personne. Trouvez les preuves et, pour l'amour de Dieu, restez en vie. William Morse. Je lus la déclaration 3 fois, mes mains tremblant si fort que le papier bruissait. Quand je levai enfin les yeux vers Thornton, ma voix sortit comme un murmure. Robert a été tué. Je le crois. Le diagnostic de cancer était légitime, mais je pense qu'il a été accéléré. Il existe des composés qui peuvent accélérer la détérioration cellulaire, faire progresser une maladie naturelle plus rapidement, difficile à détecter, surtout chez quelqu'un déjà en phase terminale. Mais pourquoi après 33 ans? Parce que quelqu'un a commencé à poser des questions. Quelqu'un avec des relations a découvert l'ancienne opération de blanchiment d'argent et a commencé à enquêter. Le nom de William Morse est apparu, et quand il l'a fait, quelqu'un s'est souvenu de Robert Hartwell, le comptable qui a disparu avec des preuves qui pourraient encore les détruire. Je pensais aux derniers mois de Robert, à la détérioration rapide, à la façon dont les médecins avaient été surpris par la vitesse à laquelle le cancer s'était propagé, à la façon dont il avait semblé presque soulagé à la fin, comme s'il s'était attendu à pire. Il savait, dis-je, il savait qu'il l'avait retrouvé. Je pense qu'il s'en doutait. C'est pourquoi il vous a laissé le mot, la clé. Il essayait de vous donner un moyen de vous protéger. Et Albert, le nom avait un goût amer dans ma bouche. Albert travaille pour eux. Patiemment, mais oui. Quelqu'un le manipule, lui donne des informations, probablement depuis des années, lui faisant croire que vous perdez vos capacités mentales, que la ferme devrait être vendue, que vous devez être placé en institution. L'expression de Thornton se durcit. Une fois que vous serez déclaré incompétente et qu'Albert aura la procuration, la ferme pourra être fouillée de fond en comble. Les preuves que Robert a cachées seront trouvées et détruites. Et vous? Il ne termina pas la phrase. Il n'en avait pas besoin. Je serai placé dans un établissement où personne ne croira ce que je dis, finis-je. Où je peux avoir un accident, une chute, une erreur de médication. Oui. Le camionneur au comptoir paya sa note et partit. La serveuse remplit nos cafés sans un mot. La normalité de la situation semblait surréaliste. Qu'y a-t-il dans le coffre-fort, demandai-je. Je ne sais pas, mais je pense que c'est une carte. Des instructions. Le début de la piste vers les vraies preuves. Thornton sortit un autre document. Ceci est le testament de William Morse. Il vous a laissé toute sa succession. 4 millions de dollars, la maison dans le Maine, tout. Mais il y a une condition. Vous ne pouvez y accéder qu'une fois que vous aurez trouvé les preuves de Robert et les aurez remises au FBI. 4 millions de dollars. Le montant que William avait blanchi. Paiement pour mon silence ou pour mon danger? Peut-être les deux. Il y a autre chose, dit Thornton. Il fit glisser une photographie sur la table. Elle montrait un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés, beau dans un costume cher. Reconnaissez-vous cet homme? J'étudiai la photo. Quelque chose dans ses yeux me semblait familier, mais je ne pouvais pas le situer. Non. Devrais-je? Son nom est James Carvey. Il était le partenaire de William Morse dans l'opération de blanchiment d'argent. C'est aussi un homme d'affaires très prospère maintenant. Légitime, ou du moins en apparence. Il possède une chaîne d'entreprises de fourniture médicale, siège à plusieurs conseils d'administration, est très respecté, et il rend visite à votre fils régulièrement depuis 1 an. Albert pense que Carvey est un consultant en affaires, qui l'aide à planifier son avenir financier. En réalité, Carvey est celui qui lui a fourni des informations sur votre supposé déclin mental, le préparant à prendre le contrôle. Les pièces s'emboîtèrent avec une clarté horrifiante. Les appels téléphoniques nocturnes demandant si j'étais seul. L'insistance croissante d'Albert sur le fait que la ferme était trop pour moi. L'intérêt soudain de Rachel pour ma santé, ses suggestions sur de beaux établissements pour personnes âgées. Ils avaient préparé le terrain lentement et soigneusement pour mon élimination. Comment savez-vous tout ça? Demandai-je. Thornton hésita. Parce que William Morse a engagé un détective privé avant de mourir.
Quelqu'un pour surveiller sa famille et la vôtre. Quelqu'un qui a documenté chaque rencontre entre Carvey et votre fils. Il sortit un autre dossier, celui-ci épais de photographies, de transcriptions, de rapports de surveillance. Tout est là, mais ce ne sera pas suffisant pour condamner Carvey pour quoi que ce soit. La seule vraie preuve est ce que Robert a caché. Je regardais la pile de documents, les photographies, la preuve de la trahison de mon fils. Mon Albert, que j'avais élevé, que j'avais aimé, qui s'était assis au chevet de Robert et avait pleuré à la mort de son père. Il avait été manipulé, oui, mais il avait aussi été consentant. Consentant à croire que j'étais incompétente. Consentant à me faire enfermer. Nous devons accéder à ce coffre-fort, dis-je. Maintenant, ce soir. La banque n'ouvre pas avant 9 heures du matin. Alors, nous attendons. Mais pas ici. Je serrai la couverture plus fort autour de mes épaules. Carvey est au courant du coffre maintenant. Albert aura dû le lui dire. Ils attendront à la banque. J'y ai pensé. Thornton sortit son téléphone et passa un appel. Gregory, c'est James. J'ai besoin de ce service. Oui, ce soir. First National Burlington, coffre 247. 20 minutes. Tu me sauves la vie. Il raccrocha et sourit. Gregory Evans est le président de la banque. Nous avons fait nos études de droit ensemble. Il nous attend à la banque dans 20 minutes avec la sécurité. Accès privé, pas d'entrée publique, personne ne saura que nous sommes là jusqu'à ce que nous ayons terminé. Je sentis une vague d'espoir. Pouvons-nous lui faire confiance? Avec ma vie, et maintenant avec la vôtre. Nous laissâmes de l'argent sur la table et retournâmes à la voiture. Alors que Thornton démarrait le moteur, je m'aperçus dans le rétroviseur latéral. Cheveux en désordre, visage pâle, toujours en chemise de nuit sous la couverture. J'avais l'air d'une folle. Peut-être que je l'étais. Peut-être que toute cette histoire était exactement ce que disait Albert. Des délires paranoïaques provoqués par le chagrin et l'isolement. Mais ensuite, je me souvins de la froideur dans la voix de mon fils quand il avait menacé de tutelle. De la façon dont Rachel avait souri en mentionnant les établissements de soins. De la photographie de William et Catherine Morse avec leurs mains sur les épaules de Robert, toutes ces années auparavant. Non, c'était réel. Tout cela. Madame Hartwell, dit Thornton alors que nous traversions les rues calmes en direction de la banque. Quoi que nous trouvions dans ce coffre, quoi que Robert vous ait laissé, êtes-vous prête à aller jusqu'au bout? À vous opposer à votre propre fils si nécessaire? Je pensais à Albert bébé, enfant, adolescent qui avait aidé Robert avec les travaux de la ferme. Je pensais à l'homme qu'il était devenu. L'homme prêt à enfermer sa mère pour obtenir ce qu'il voulait. Il a cessé d'être mon fils au moment où il a décidé que j'étais un obstacle au lieu d'une personne, dis-je. Alors oui, je suis prête. La banque se dressa devant nous, sombre et imposante. Une seule voiture était garée près de l'entrée latérale. Gregory Evans attendait comme promis. Nous étions sur le point d'ouvrir le dernier secret de Robert, et ce que nous trouverions à l'intérieur me sauverait ou me détruirait. Quoi qu'il en soit, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Gregory Evans était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être 45 ans, avec des lunettes à monture métallique et le genre d'expression fatiguée qui vient quand on est réveillé à 1 heure du matin. Mais sa poignée de main était ferme et ses yeux étaient vifs alors qu'il m'évaluait. Chemise de nuit, couverture, et tout le reste. James me dit que vous avez des ennuis, dit-il simplement. C'est un euphémisme, répondis-je. Il hocha la tête et déverrouilla l'entrée latérale. La sécurité est là, mais il reste dans la salle de surveillance. Aucune trace de cet accès n'apparaîtra dans les registres normaux. Pour autant que l'on sache, vous n'avez jamais été ici. Nous le suivîmes à travers les couloirs sombres jusqu'à la chambre forte. La banque semblait différente la nuit, plus comme un mausolée qu'un lieu d'affaires. Nos pas résonnaient sur les sols en marbre. Il utilisa 2 clés et un code pour ouvrir la porte de la chambre forte. À l'intérieur, des rangées de coffres-forts tapissaient les murs, chacun contenant les secrets de quelqu'un. Le coffre 247 était dans la rangée du milieu, à hauteur des yeux. J'aurai besoin de votre clé et de votre pièce d'identité, me dit Evans. Je lui tendis la clé en laiton que Robert m'avait laissée. Je n'ai pas ma pièce d'identité. Elle est à la maison. Evans regarda Thornton, qui sortit son téléphone et lui montra quelque chose.
probablement les photos du détective privé. Une preuve de mon identité. Evans l'étudia, puis m'étudia, et finalement hocha la tête. C'est suffisant pour ce soir. Mais Madame Hartwell, officiellement, cet accès n'a jamais eu lieu. Compris. Compris. Il inséra les deux clés, la sienne et ma clé en laiton. Et le coffre glissa avec un son métallique doux. Il était plus grand que ce à quoi je m'attendais, peut-être 60 cm de long. Je vous laisse en privé, dit Evans, et il sortit de la chambre forte. Thornton et moi restâmes à regarder le coffre. C'était ça. Le dernier message de Robert pour moi, caché pendant 2 ans, attendant le moment où j'en aurais besoin. Je soulevai le couvercle. À l'intérieur, il y avait 3 objets. Une clé USB, une lettre de l'écriture de Robert, et un petit journal en cuir. Mes mains tremblaient en prenant la lettre. L'enveloppe était simplement adressée, Diane. J'ouvris. Ma très chère Diane, si tu lis ceci, c'est que je suis parti et que tu te trouves en danger. Je suis tellement désolé. Chaque choix que j'ai fait, je l'ai fait pour te protéger, toi et Albert. Mais je vois maintenant que certains choix ne font que retarder l'inévitable. En 1992, j'ai découvert que mon employeur, William Morse, blanchissait de l'argent pour une organisation criminelle dirigée par James Carvey. 3 millions de dollars sur 2 ans. J'avais toutes les preuves, registres financiers, conversations enregistrées, tout ce qu'il fallait pour les envoyer tous les deux en prison pour 20 ans. J'aurais dû aller à la police. C'est ce qu'un homme honnête aurait fait. Mais j'ai pensé à toi, au bébé Albert, à l'appartement exigu et aux 3 emplois que nous avions à nous deux, et à quel point tu avais toujours l'air fatigué. Et j'ai pensé à cette ferme devant laquelle nous étions passés en voiture. Celle dont tu étais tombée amoureuse, avec le verger de pommiers et la vue sur les montagnes. Alors j'ai fait un pacte avec le diable. J'ai échangé mon silence contre cette ferme, pour notre avenir. Morse a accepté parce qu'il n'avait pas le choix. Carvey ne l'a jamais su. Morse a gardé ce secret pour nous protéger tous les deux. Mais Morse m'a prévenu, si jamais Carvey l'apprenait, si jamais quelqu'un découvrait ce que j'avais fait, nous serions tous morts. Pendant 33 ans, j'ai gardé les preuves cachées. La clé USB contient tout. Registres financiers, enregistrements audio, chaîne de mai, assez pour détruire Carvey et tous ceux qui lui sont liés. Le journal contient ma propre documentation. L'histoire de comment j'ai tout découvert. Ma police d'assurance, écrite de ma propre main. J'ai enterré les originaux, Diane. Je les ai enterrés sur notre propriété, là où seul quelqu'un qui connaît vraiment la Terre penserait à regarder. L'USB est une copie, mais ce sera suffisant pour intéresser le FBI. Le journal leur dira où creuser. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. Quelque chose qui te fera du mal. Et j'en suis désolé. Plus que tout. Albert connaît des bribes de cette histoire. Pas tout, mais assez pour être dangereux. Il y a 10 ans, il a trouvé de vieux documents dans la grange. Des papiers que je pensais avoir détruits. Il m'a confronté, a exigé de savoir la vérité sur la ferme, sur l'origine de notre argent. Je lui ai raconté une version de la vérité. Je lui ai dit que j'avais travaillé pour des criminels, que je leur avais volé pour acheter la ferme, que si jamais quelqu'un l'apprenait, nous perdrions tout. Je lui ai fait promettre de garder le secret, de protéger la famille. Je pensais le protéger en lui disant. Au lieu de cela, je lui ai donné une arme à utiliser contre nous deux. Parce qu'Albert ne l'a pas vu comme je l'entendais. Il a vu un père qui était un voleur, qui avait tout construit sur des mensonges. Il a vu une ferme qui était une propriété volée, qui pouvait être reprise à tout moment. Et je pense, Dieu m'aide, je pense que ça lui a fait honte. Il a changé après cette conversation, est devenu distant, a épousé Rachel 6 mois plus tard, une femme qui partage ses nouvelles valeurs, respectabilité, légitimité, distance de tout ce qui pourrait entacher le nom de la famille. Si quelqu'un a approché Albert, si quelqu'un l'utilise contre toi, c'est parce qu'il y est vulnérable. Il croit déjà que son héritage est sale. Il n'en faudrait pas beaucoup pour le convaincre que se protéger signifie te trahir. J'aurais aimé ne jamais lui avoir dit. J'aurais aimé aller à la police en 1992 et tenter ma chance avec la loi. Mais je ne peux pas changer le passé. Je ne peux que te donner les outils pour survivre à l'avenir. La clé USB et le journal t'achèteront ta sécurité, mais seulement si tu les utilises correctement. Ne va pas à la police locale.
Carvey a des relations partout. Va directement au bureau du FBI à Boston. Demande l'agent Sharon Morrison. Elle est digne de confiance. Morse l'a vérifié lui-même avant de mourir. Les preuves sont enterrées sous le plus grand pommier du verger, celui que nous avons planté la première année. Creuse à 1,5 m de profondeur, directement au centre du tronc. Tu trouveras une boîte en métal. À l'intérieur, il y a tout. Je te laisse avec un choix impossible, Diane. Utilise les preuves et détruis la réputation du père de notre fils. Ou reste silencieuse et risque ta propre vie. Je ne peux pas te dire quoi faire. Je peux seulement te dire que je t'aime, que je t'ai toujours aimé, et que quoi que tu choisisses, je comprendrai. Tu es plus forte que tu ne le penses, plus intelligente que quiconque, y compris moi, ne l'a jamais cru. Tu survivras à ça. Je sais que tu le feras. Pardonne-moi si tu le peux. Pour toujours à toi, Robert. Je lus la lettre 2 fois, les larmes coulant sur mon visage. Thornton se tenait silencieusement à côté de moi, me laissant l'espace pour mon chagrin. Robert avait parlé à Albert, avait planté les graines du doute et de la honte qui avaient grandi pour devenir cette trahison. Mon mari avait voulu protéger notre fils, mais au lieu de cela, il l'avait détruit. Et maintenant, je devais choisir. Me sauver en révélant la vérité, ou protéger la mémoire de Robert en restant silencieuse. Madame Hartwell, dit doucement Thornton. Nous devons partir. Nous ne pouvons pas rester ici toute la nuit. J'acquiesçai et pris la clé USB. Elle était étonnamment légère pour quelque chose qui contenait tant de pouvoir. Le journal était mince, relié en cuir, rempli de l'écriture soignée de Robert, documentant tout. Il y a plus, dis-je. Enterré à la ferme. Les originaux. Nous devons. Mon téléphone vibra. Le téléphone de Thornton techniquement, qu'il m'avait prêté. Un SMS d'un numéro inconnu. Madame Hartwell, nous devons parler. C'est James Carvey. Votre fils m'a donné ce numéro. Je comprends que vous soyez contrarié, mais je vous assure que tout ce que fait Albert est dans votre meilleur intérêt. Appelez-moi. Discutons rationnellement. Mon sang se glaça. Il a ce numéro. Comment a-t-il ce numéro? L'expression de Thornton s'assombrit. Je l'ai donné à l'avocat d'Albert cet après-midi quand il faisait des menaces. Courtoisie professionnelle standard. Il jura à voix basse. Ce qui signifie que Carvey a des relations au sein de l'équipe juridique d'Albert. Un autre SMS arriva. Je sais que vous êtes à la banque, Diane. Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Les preuves que vous pensez avoir sont sans valeur sans contexte. Je peux tout expliquer. Je peux m'assurer que vous êtes protégé, pris en charge. Mais vous devez me faire confiance. Il surveille la banque, chuchotai-je. Il sait que nous sommes ici. Thornton sortit son propre téléphone et appela Evans. Gregory, nous devons sortir par le quai de chargement, maintenant. Il écouta un instant. Je me fiche du protocole. Il y a un homme dangereux qui surveille le bâtiment. Il me prit par le coude et me guida vers la porte de la chambre forte. Allons-y, Evans nous attend à l'arrière du bâtiment avec sa voiture. Nous nous dépêchâmes à travers les couloirs. La clé USB serrée dans ma main, le journal niché sous mon bras. Derrière nous, j'entendis quelque chose. Un son qui aurait pu être l'ouverture de la porte principale. Courez, dit Thornton. Nous courûmes. Le quai de chargement se trouvait à l'arrière du bâtiment, accessible par un couloir de service qui sentait les produits de nettoyage et le vieux papier. Evans était déjà là, sa BMW au ralenti, la portière arrière ouverte. Entrez. Nous nous jetâmes sur la banquette arrière, et Evans accéléra avant même que j'aie fermé la porte. Nous sortîmes du parking et nous engageâmes dans les rues sombres de Burlington. Qui vous suit? Demanda Evans, les jointures blanches sur le volant. Quelqu'un de dangereux, dit Thornton. Quelqu'un qui a déjà tué au moins 3 personnes. Dans le rétroviseur, je vis des phares s'engager dans la rue derrière nous. Un SUV sombre, se déplaçant rapidement. C'est la voiture d'Albert, dis-je. C'est mon fils. Mais alors que le SUV se rapprochait, je vis qu'il y avait 2 personnes à l'avant. Albert conduisait, et sur le siège passager se trouvait un homme aux cheveux argentés dans un costume cher. James Carvey, l'homme qui tirait les ficelles de mon fils depuis un an,
l'homme qui avait blanchi des millions et tué pour garder ses secrets. Et il était juste derrière nous. Accrochez-vous, dit Evans, et il tourna brusquement dans une rue latérale. Le SUV suivit. Evans conduisait comme s'il l'avait déjà fait. Rapide mais contrôlé, prenant des virages qui forçaient le SUV plus lourd à ralentir. Mais Albert connaissait ces rues aussi bien qu'Evans. Mieux peut-être. Il avait grandi ici. Il nous rattrape, dit Thornton. Mon téléphone vibra de nouveau. Un autre SMS de Carvey. Diane, tu fais une erreur. Arrête-toi. Parlons. Je ne veux pas que quelqu'un soit blessé. Puis un autre SMS. Celui-ci avec une pièce jointe. Une photo. C'était Rachel, debout dans ma cuisine, tenant quelque chose. Il me fallut un moment pour le reconnaître. La photographie du début de toute cette histoire, celle montrant Robert et les morses en 1992. Et Rachel tenait un briquet au coin de la photo. Non, chuchotai-je. Un autre SMS. Votre belle-fille est chez vous en ce moment, Diane. Elle nettoie, s'assure qu'il n'y a aucune preuve de tout ça. Photographie, documents, objets personnels, tout part en fumée. À moins que vous ne vous arrêtiez et me parliez, tout de suite. Il brûle ma maison, dis-je, la voix brisée. Il brûle tout. Thornton attrapa le téléphone et lut les SMS. Son visage devint pâle. C'est un crime. Incendie criminel, destruction de preuves. Il s'en fiche, criai-je. Vous ne comprenez pas? Il a déjà tué des gens. Il ne va pas s'arrêter parce que c'est illégal. Evans prit un autre virage serré. Nous nous dirigions maintenant vers l'autoroute. Vers la fuite. Mais une fuite vers où? Carvey avait déjà prouvé qu'il pouvait nous trouver, nous suivre, détruire tout ce que nous laissions derrière nous. Nous devons aller au FBI, dit Thornton. Tout de suite. C'est le seul moyen pour que vous soyez en sécurité. Boston est à 2 heures de route, dis-je. La ferme sera en cendres d'ici là. Tout ce que Robert a laissé. Tout ce qui prouve ce qui s'est réellement passé, parti. Vous avez la clé USB. Vous avez le journal. Des copies. Robert a dit que ce sont des copies. Les originaux sont enterrés sous le pommier. Et si Rachel brûle la maison, ils raseront la propriété avant que je puisse y retourner. Ils trouveront les preuves et les détruiront, et tout ce que j'aurai, c'est une clé USB que n'importe quel avocat pourra prétendre avoir été fabriquée. Un autre SMS. Dernière chance, Diane. Arrêtez-vous. Sauvez votre maison. Sauvez votre fils de commettre la pire erreur de sa vie. Vous avez 30 secondes. Je regardais le journal sur mes genoux. La clé USB, le visage effrayé de Thornton. Je pensais à Rachel mettant le feu à mes souvenirs, à 40 ans de ma vie. Je pensais à Albert, mon fils, conduisant derrière nous avec un meurtrier à ses côtés. Et je pensais à la lettre de Robert. Tu es plus forte que tu ne le penses, plus intelligente que quiconque ne l'a jamais cru. J'avais des copies des preuves. J'avais Thornton comme témoin. J'avais la déclaration de William Morse et la documentation de son enquêteur. Mais surtout, j'avais vécu dans cette ferme pendant 40 ans. Je connaissais chaque centimètre, chaque cachette, chaque coin secret, chaque entrée et sortie. Il pouvait brûler la maison, mais il devait d'abord trouver les preuves. Et j'étais la seule à savoir exactement où creuser. Monsieur Evans, dis-je, ma voix maintenant ferme. Faites demi-tour. Nous retournons à la ferme. Diane, c'est de la folie, protesta Thornton. Carvey est juste derrière nous. Il attend exactement ça. Je sais. Mais il a fait une erreur. Je regardais l'avocat, son expression confuse. Il pense que je suis une vieille femme effrayée qui fera n'importe quoi pour sauver sa maison. Il ne sait pas à qui il a affaire. Et à qui a-t-il affaire? Je souris, et ce n'était pas un sourire aimable. À une femme qui gère seule une ferme de 100 acres depuis 2 ans. Qui sait conduire un tracteur, faire naître un veau et réparer une clôture dans le noir. Qui a survécu à 40 hivers du Vermont, a enterré un mari et a reconstruit sa vie à partir de rien. Je serrai le journal plus fort. Il pense que l'âge me rend faible. Il est sur le point d'apprendre le contraire. Evans croisa mon regard dans le rétroviseur. Vous êtes sérieuse? Complètement.
Ramenez-moi à la maison, monsieur Evans. Il est temps d'en finir. Derrière nous, le SUV d'Albert se rapprochait. Devant nous, la route se séparait, une voie vers Boston et la sécurité, l'autre vers ma ferme et une confrontation finale. Les mains d'Evans se resserrèrent sur le volant. C'est votre enterrement, madame. Il se dirigea vers la ferme, et je commençai à planifier. Nous sommes arrivés à la ferme à 2h47 du matin. La maison était toujours debout, mais de la fumée s'échappait d'une des fenêtres de l'étage, ma chambre, réalisai-je avec un sentiment de nausée. Rachel était méthodique, brûlant pièce par pièce, se donnant le temps de chercher quoi que ce soit d'incriminant avant de tout détruire. Evans gara sa BMW derrière la grange, hors de vue de la maison. Le SUV d'Albert arriva dans l'allée 30 secondes plus tard. À travers les interstices des planches de la grange, je regardai mon fils et James Carvey sortir. Je les vis discuter à voix basse, leurs visages illuminés par la lueur de la chambre en feu. Ils vont fouiller le verger, dis-je. Rachel est à l'intérieur en train de brûler les preuves, mais Carvey ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas les originaux. Alors nous devons y arriver en premier, dit Thornton. Où exactement? Le plus grand pommier, au centre du verger. Mais nous ne pouvons pas simplement y aller à pied. Ils nous verront immédiatement. Je regardai autour de la grange, le vieil équipement, les outils, les débris accumulés de 40 ans de vie à la ferme. Mon esprit travailla rapidement, assemblant un plan à partir du désespoir et d'une connaissance intime de ma propre propriété. Madame Hartwell, dit nerveusement Evans. Peut-être devrions-nous appeler la police maintenant. La maison est en feu. C'est suffisant. Le temps qu'ils arrivent, Rachel sera partie et Carvey prétendra qu'il essayait d'aider Albert à vérifier l'état de sa mère confuse qui a laissé la cuisinière allumée. Je secouai la tête. Non, nous avons besoin des preuves d'abord. Ensuite, nous appellerons le FBI, comme l'a dit Robert. Je m'enfonçai plus profondément dans la grange, jusqu'au vieux tracteur que Robert avait utilisé avant de le remplacer il y a 5 ans. Il fonctionnait encore. Je l'avais entretenu par sentimentalisme. À côté se trouvait l'ancien épandeur de fumier et un tas d'équipements que nous avions utilisés pour le processus de certification biologique. Voici ce que nous allons faire, dis-je. 10 minutes plus tard, je conduisais le tracteur vers le verger, ses phares éteints, me déplaçant assez lentement pour que le bruit du moteur se fonde dans les bruits de la nuit. Thornton était assis à côté de moi, tenant une pelle. Evans était resté derrière pour appeler le 911, signalant l'incendie, pas le reste. Pas encore. De la maison, j'entendis la voix de Rachel crier « Ils sont là !» Je vois une voiture derrière la grange. Des pas qui courent. Albert et Carvey se dirigeant vers l'endroit où nous étions. Le tracteur gronda en passant la première rangée de pommiers. Je connaissais ce verger comme mes propres mains. Chaque arbre, chaque légère élévation du terrain, chaque ligne d'irrigation. Même dans le noir, je pouvais le naviguer parfaitement. Le plus grand arbre était exactement au centre, un vieux géant noueux que Robert et moi avions planté notre premier printemps ici. Nous étions si jeunes, si pleins d'espoir, certains que tout pousserait fort et sain. Certaines choses l'avaient fait. D'autres avaient pourri de l'intérieur. J'arrêtai le tracteur et descendis, ma hanche protestant après la chute précédente du treillis. Thornton creusait déjà, ses mains d'avocat de la ville maladroite avec la pelle, mais déterminées. Derrière nous, j'entendis le moteur du SUV rugir. Des phares balayèrent le verger. Ils savent où nous sommes, halta Thornton. Continue de creuser. Nous sommes proches. Je saisis une deuxième pelle du tracteur et le rejoignis, enfonçant la lame dans la terre froide. 1,5 mètre de profondeur, avait dit Robert. 1,5 mètre semblait incroyablement loin quand chaque seconde comptait. Le SUV traversa le bord du verger, déchirant les sentiers d'herbe soigneusement entretenus. Il dérapa jusqu'à s'arrêter à 20 mètres de là, et Albert en sauta. « Maman, arrête !» Je continuai à creuser. 60 centimètres de profondeur maintenant. La terre était plus dure ici, tassée par des années de sédimentation. Albert courut vers nous, et je vis son visage dans la lumière réfléchie du tableau de bord du tracteur, angoissé, confus, pris entre des loyautés concurrentes. « Maman, s'il te plaît. Tu ne comprends pas ce que tu fais. » Je comprends parfaitement, dis-je, sans m'arrêter. Je comprends que James Carvey te manipule depuis 1 an.
Je comprends que ton père a fait un choix terrible en 1992 pour protéger notre famille. Et je comprends que tu étais prêt à me faire enfermer plutôt que d'affronter la vérité. La vérité? Le rire d'Albert était cassant. La vérité, c'est que papa était un criminel. Il faisait chanter les gens, volait des biens, a construit toute notre vie sur l'extorsion. Il nous a protégés, dis-je. Un maître maintenant. Mes bras me faisaient mal, mais je continuais à creuser. Des hommes qui nous auraient tous tués. D'un système qui ne se serait pas soucié de garder une jeune famille ensemble. Il a fait un choix impossible et il en a payé le prix depuis. Carver était sorti du SUV maintenant, se déplaçant plus lentement, plus prudemment. Il souriait, remarquai-je. Il souriait vraiment, comme si tout cela n'était qu'un jeu amusant. Diane, dit-il, sa voix douce comme de la soie. Vous nous avez mené une sacrée course-poursuite, mais c'est fini maintenant. Vous ne pouvez pas creuser assez vite. Et même si vous le pouviez, quoi ensuite? Vous remettriez des preuves qui détruiront la réputation de votre mari, l'héritage de votre fils, le nom de votre famille. Pourquoi? La vengeance? Pour la justice, dis-je. 1,20 m. L'appel heurta quelque chose avec un bruit métallique. Le sourire de Carver disparut. Albert, arrête là, maintenant. Albert hésita, regardant entre moi et Carver. À ce moment-là, je vis le petit garçon que j'avais élevé. Celui qui pleurait pour les oiseaux blessés, qui m'avait aidé à soigner Robert pendant ces derniers jours. Ce garçon était toujours là, quelque part sous la manipulation et la peur. Albert, dis-je doucement, tout en creusant autour de l'objet métallique. Ton père t'a laissé une lettre aussi. Elle est dans le coffre-fort. Lis-la avant de faire quoi que ce soit. S'il te plaît. Il n'y a pas de lettre, lança Carver. Elle ment. Diane, éloigne-toi du trou. Il avait sorti une arme. Petite, sombre, pointée directement sur moi. Thornton se figea au milieu de son geste. Carver, range ça. Tu es filmé. Quelle caméra? Carver rit. Celle que je porte. Thornton tapota son revers de veste où une petite caméra bouton était à peine visible. Enregistrement de tout. Audio et vidéo. Téléchargement sur le cloud en temps réel. Tirez sur quelqu'un ici et vous serez filmé en train de commettre un meurtre. C'est votre choix. Je n'étais pas au courant de la caméra. Thornton avait mieux planifié que je ne l'avais cru. La main de Carver vacilla, mais l'arme resta levée. Malin. Mais voici le truc avec les avocats. Vous mourrez aussi facilement que n'importe qui d'autre. Et une fois que vous êtes mort, je peux détruire cette caméra et toutes les copies que vous avez faites. Vous n'aurez pas le temps, dis-je. J'avais atteint la boîte en métal maintenant, je la dégageais de la terre. Parce que le FBI est déjà en route. J'ai envoyé un SMS à l'agent Sharon Morrison il y a 20 minutes depuis le téléphone de Monsieur Evans. Elle sait tout. Le blanchiment d'argent, les meurtres, tout. Ils seront là dans 30 minutes, peut-être moins. Je n'avais en fait envoyé de SMS à personne, mais Carver ne le savait pas. Son visage devint pâle. Vous bluffez. Ah oui? Je libérai la boîte en métal et la posai sur le sol. Elle était verrouillée, mais j'avais la clé. Une autre en laiton, jumelle de la clé du coffre-fort que Robert avait laissé dans son mot. Toute votre opération documentée en détail. Des registres financiers remontant à 30 ans. Des enregistrements audio de vos conversations avec William Morse. Tout ce que Robert a recueilli avant de conclure son accord. Alors nous le détruirons avant leur arrivée, dit Carver en levant l'arme plus haut. Donnez-la maintenant. Non. Je me levai, la boîte serrée contre ma poitrine, et lui fis face. Une vieille femme en chemise de nuit couverte de terre, épuisée et terrifiée, mais absolument certaine. Vous allez en prison, monsieur Carver. Pour meurtre, pour blanchiment d'argent, pour tout ce que vous avez fait. Et rien de ce que vous ferez ici ce soir ne changera cela. Maman, la voix d'Albert se brisa. Maman, s'il te plaît. Il va te tuer. Alors il me tuera, dis-je simplement. Mais je ne le laisserai pas gagner. Pas après ce qu'il a fait à ton père. Pas après qu'il t'ait utilisé contre moi. Au loin, j'entendis des sirènes. Des vraies cette fois. Les pompiers répondant à l'appel d'Evans. Et derrière eux,
peut-être autre chose. Plus de sirènes. Plus proche. Carver les entendit aussi. Son expression se durcit. Dernière chance, Diane. Je regardais mon fils, l'homme qu'il était devenu. Faible là où j'avais espéré de la force, craintif là où je rêvais de courage, mais toujours mon fils, toujours récupérable, peut-être, s'il faisait le bon choix. Maintenant, Albert, dis-je. Ton père t'aimait. Tout ce qu'il a fait, chaque erreur qu'il a commise, c'était pour te donner une vie meilleure que la sienne. Ne laisse pas cet homme, ce meurtrier, te rendre complice de ma mort. Ne le laisse pas te transformer en quelque chose dont tu ne pourras pas revenir. Albert me regarda, puis Carver, puis l'arme, et il fit son choix. Il s'interposa entre nous, bloquant le tir de Carver. Non, dit Albert. Sa voix était ferme maintenant. Certaine. Baisse l'arme, James. Dégage, Albert. Ne sois pas stupide. J'ai dit non. C'est fini. Elle a raison. Le FBI arrive. Tu es fini. Mais je ne suis pas obligé d'être fini avec toi. Je peux encore choisir qui je suis. Le visage de Carver se tordit de rage. Espèce de pathétique. Le coup de feu fut assourdissant dans le verger silencieux, mais ce n'était pas l'arme de Carver. C'était le shérif Daniels, apparaissant de derrière le SUV avec 3 adjoints, son arme pointée sur la tête de Carver. Lâchez-la. Lâchez l'arme maintenant. Carver resta figé un long moment, l'arme toujours pointée sur le dos d'Albert. Puis, lentement, il l'abaissa et la laissa tomber au sol. Daniels repoussa l'arme d'un coup de pied et menotta Carver avec une efficacité professionnelle. James Carver, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, menace criminelle et complot d'incendie criminel. Vous avez le droit de... Les droits Miranda s'estompèrent en bruit de fond alors que je m'effondrais sur le sol, la boîte en métal toujours serrée contre ma poitrine. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine la tenir. Albert s'agenouilla à côté de moi, son visage mouillé de larmes. Maman, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Je le regardais vraiment, et je vis le garçon que j'avais élevé se battre pour refaire surface à travers des années de manipulation, de peur et de honte. Tu as fait le bon choix, chuchotai-je. Au dernier moment. Tu as fait le bon choix. C'est ce qui compte. Thornton m'aida à me relever alors que d'autres véhicules arrivaient. Des camions de pompiers, d'autres voitures de police, et finalement une berline noire qui criait autorité fédérale. Une femme d'une 40aine d'années en sortit, son badge déjà visible. Agent Sharon Morrison, FBI, dit-elle en s'approchant de nous. J'ai reçu un appel très intéressant il y a environ 1 heure d'un avocat nommé Gregory Evans. Il a dit que Diane Hartwell pourrait avoir besoin d'une assistance fédérale. Elle regarda la boîte en métal dans mes bras. Je suppose que ce sont les preuves. Je la lui tendis, sentant le poids de 33 ans se soulever de mes épaules. Tout ce dont vous avez besoin. Registre financier, enregistrement audio, documentation d'une opération de blanchiment d'argent, et 3 meurtres. William et Catherine Morse, et mon mari, Robert Hartwell. Morrison prit la boîte avec précaution, avec révérence. Nous enquêtons sur l'organisation de Carver depuis 2 ans. C'est peut-être exactement ce dont nous avons besoin pour faire tomber tout le réseau. Elle regarda Carver, maintenant assis à l'arrière d'une voiture de patrouille. Bien joué, Madame Hartwell. Rachel fut sortie de la maison menottée, son manteau cher couvert de cendres. Elle ne croisa pas mon regard. Les pompiers arrosaient ma chambre, bien que les dégâts fussent importants, mais la maison survivrait, pourrait être réparée. Contrairement à certaines choses. Je retournai vers l'endroit où Albert se tenait seul, regardant tout avec une expression de choc. Il y a une lettre, lui dis-je. Dans le coffre-fort à Burlington. Ton père l'a écrite il y a 10 ans, après t'avoir parlé de l'argent. Lis-la. Elle explique tout. Les choix qu'il a faits, les raisons, ce qu'il voulait pour toi. Je ne le mérite pas. Lis-la quand même. Et ensuite, décide qui tu veux être. Mais Albert? Je le regardais fixement. Si tu choisis d'être l'homme que James Carver a essayé de faire de toi, si tu choisis la cupidité et la manipulation plutôt que la vérité et la famille, ne reviens pas dans cette ferme. Je reconstruirai sans toi. Et si je choisis mieux? J'y pensais. Oh pardon,
à la famille et aux secondes chances. À la façon dont Robert avait fait des choix terribles en essayant de protéger les gens qu'il aimait et comment ces choix s'étaient répercutés à travers les décennies. Alors nous parlerons, dis-je finalement. Nous parlerons de la suite. Mais la confiance, elle est partie, Albert. Tu devras la regagner, si tu le peux. Il hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Je comprends. L'agent Morrison s'approcha de nouveau. Madame Hartwell, j'aurai besoin que vous veniez à Boston demain pour faire une déclaration officielle. Pouvez-vous le faire? Oui. Bien. Et Madame Hartwell. William Morse avait raison à votre sujet. Vous êtes plus intelligente que quiconque ne l'a cru. Alors que les agents fédéraux travaillaient sur les lieux, que les camions de pompiers finissaient leur travail, que mon fils se tenait seul avec ses choix, je retournai vers le plus grand pommier. Le trou que nous avions creusé béait comme une blessure dans la terre. Robert et moi avions planté cet arbre avec tant d'espoir. Nous l'avions arrosé pendant les sécheresses, l'avions taillé pendant les hivers, avions récolté ses fruits chaque automne. Nous avions construit notre vie autour de lui, littéralement et métaphoriquement. Et pendant tout ce temps, sous ses racines, la preuve de notre compromis avait attendu. Je m'agenouillai et touchai la terre, pensant à l'homme que j'avais épousé, au choix qu'il avait fait, au prix que nous avions tous payé. Je l'ai trouvé, Robert, chuchotai-je à la nuit froide de novembre. Je l'ai trouvé, et j'ai fini ce que tu as commencé. Repose en paix maintenant. Le vent bruissait dans les branches nues au-dessus de moi, emportant l'odeur de la fumée et la promesse de l'aube. C'était fini. Presque 3 mois plus tard, je me tenais dans la chambre reconstruite, passant la main sur la peinture fraîche. La pièce sentait l'après et le bois neuf, des odeurs de renouveau, pas de cendres. Par la fenêtre, je pouvais voir le verger, les arbres commençant à peine à montrer les premiers signes de bourgeons printaniers. Le plus grand pommier se tenait au centre, marqué maintenant par rien de plus qu'un cercle de terre fraîche où nous avions comblé le trou. Les preuves qu'il avait protégées étaient sous la garde des fédéraux, utilisées pour démanteler ce que l'agent Morrison appelait l'une des opérations de blanchiment d'argent les plus sophistiquées du Nord-Est. James Carvey était en prison en attente de son procès pour 17 chefs d'accusation, dont 3 meurtres. Le cancer accéléré qui avait tué Robert. Morrison avait trouvé le spécialiste que Carvey avait engagé, un médecin qui avait depuis fui au Brésil mais avait laissé derrière lui suffisamment de documentation pour prouver ce qu'ils avaient fait. L'accident de voiture de William et Catherine Morse avait fait l'objet d'une nouvelle enquête, révélant une manipulation des freins que l'enquête initiale avait manqué. Rachel avait accepté un accord de plaidoyer, acceptant de témoigner contre Carvey en échange d'une peine réduite. Elle sortirait dans 5 ans, peut-être moins, avec une bonne conduite. Elle ne m'avait jamais contacté, ne s'était jamais excusée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. La sonnette retentit, me tirant de mes pensées. Je descendis lentement les escaliers. Ma hanche me faisait encore mal les matins froids, un rappel permanent de la nuit où j'étais descendu du treillis. J'ouvris la porte. Albert se tenait sur le porche, tenant une boîte de pâtisserie et l'air incertain. C'était sa 4e visite depuis cette nuit-là. Les 3 premières avaient été brèves, maladroites, nous deux contournant tout ce qui s'était passé. Mais il continuait de revenir, continuait d'essayer, et cela comptait pour quelque chose. « Salut, maman, dit-il doucement. J'ai apporté du gâteau au café, celui que papa aimait. » Je m'écartai pour le laisser entrer. « Merci. » Nous nous assîmes à la table de la cuisine, la même table où j'avais trouvé la photographie qui avait tout déclenché. Cette photographie était maintenant une preuve dans une affaire fédérale, avec tant d'autres morceaux de ma vie. Mais j'avais des copies, et des souvenirs, et lentement, je reconstruisais ce qui avait été pris. J'ai lu la lettre de papa, dit Albert après un long silence. Celle du coffre-fort. Je l'ai lue probablement 50 fois maintenant. J'attendis. La 2e lettre de Robert avait été adressée à Albert, expliquant tout. Pas seulement les faits, mais les émotions derrière, la peur, le désespoir, l'amour qui avait motivé chaque choix. Je l'avais lu une fois, avec la permission de James Thornton, avant qu'elle ne soit versée au dossier. Elle m'avait fait pleurer pendant des jours. Il m'aimait, continua Albert, la voix étranglée. Je le savais intellectuellement, mais je m'étais convaincu que cet amour était conditionnel, que s'il m'avait vraiment aimé, il n'aurait pas construit notre vie sur un mensonge. Et maintenant ? Maintenant, je comprends qu'il a construit notre vie sur un sacrifice.
Il a vu une opportunité de nous donner quelque chose de mieux, quelque chose qu'il n'avait jamais eu. Et il l'a saisi, même en connaissant le risque, même en sachant qu'il devrait porter ce poids pour toujours. Albert leva les yeux vers moi, ses yeux rouges. J'ai passé 10 ans à le détester d'être imparfait, de ne pas être le héros que j'avais imaginé. Et puis j'ai laissé cette haine faire de moi quelqu'un d'encore pire. Je tendis la main sur la table et couvris la sienne de la mienne. Tu as fait le bon choix quand ça comptait le plus. Tu t'es interposé entre moi et une arme chargée. Ce n'est pas rien, Albert. Ça aurait dû être plus tôt. J'aurais dû voir ce que Carver faisait. J'aurais dû remettre en question. Sa voix se brisa. J'ai failli te faire tuer, maman. J'ai failli devenir complice de meurtre parce que j'étais tellement obsédé par la protection de ma propre image, de ma propre réputation. Mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es arrêté. Tu as fait un choix. Au dernier moment possible. Après des mois à travailler contre toi, à essayer de te faire déclarer incompétente, à croire chaque mensonge que Carver me servait. Il retira sa main et se leva, arpentant la pièce jusqu'à la fenêtre. L'avocat que papa voulait que je lise la lettre avec, celui qui devait être l'exécuteur testamentaire. Carver l'a eu en premier. Il lui a dit que j'étais préoccupé par ton état mental. Lui a demandé de recommander des médecins qui pourraient t'évaluer. Je pensais être responsable. Je pensais protéger la famille. Je le rejoignis à la fenêtre, regardant la terre que Robert et moi avions construite ensemble. Carver était doué pour la manipulation. Il avait de la pratique. Il savait exactement sur quel bouton appuyer, quelle peur exploiter. Tu n'es pas la première personne qui l'a trompé, et tu n'aurais pas été la dernière. Ça n'excuse pas ça. Non, acquiesçai-je. Ça ne l'excuse pas. Mais le comprendre est la première étape pour s'assurer que ça ne se reproduise plus. Albert resta silencieux un long moment. Puis, j'ai vu Rachel hier, à la prison du comté. Elle m'a demandé d'écrire une lettre au juge pour demander la clémence. Vas-tu le faire? Je lui ai dit non. Il se tourna pour me faire face. Je lui ai dit que ce qu'elle avait fait, aider Carver à brûler ta maison, détruire des preuves, te piéger, c'était impardonnable. Que même si nous avions tous les deux eu tort sur les choix de papa, ce qu'elle avait choisi de faire était tout autre chose, quelque chose de criminel. Comment l'a-t-elle pris? Elle a dit que je te choisissais elle, que je le regretterais. Il rit amèrement. Elle ne comprend toujours pas. Elle pense toujours que c'est une question de camp, de loyauté, de qui gagne. Elle ne comprend pas que c'est une question de bien et de mal. Je pensais à Rachel, à la façon dont elle avait souri en suggérant des établissements de soins, à la façon dont elle avait tenu ce briquet sur la photographie. Certaines personnes pouvaient être sauvées de leurs pires impulsions. D'autres non. Les papiers du divorce sont arrivés la semaine dernière, continua Albert. C'est définitif. Elle n'obtient rien de moi, et je n'obtiens rien d'elle. Une rupture nette. Je suis désolé. Je ne le suis pas. Plus maintenant. Il me regarda avec quelque chose de la détermination de son père. Maman, je sais que tu as dit que nous pourrions parler de la suite, mais je dois d'abord dire quelque chose. Je ne demande pas le pardon. Je ne le mérite pas. Ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé de te faire, c'est quelque chose avec lequel je devrais vivre pour toujours. Albert, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Il prit une profonde inspiration. Mais je veux essayer d'être meilleur, d'être l'homme que papa espérait que je sois, l'homme que tu m'as élevé pour être avant que je ne perde mon chemin. Et je sais que ça commence par des actions, pas des mots. Alors je demande, puis-je aider à la ferme? Pas en tant que propriétaire, pas en tant que quelqu'un y ayant un droit, juste comme quelqu'un qui veut travailler, apprendre, reconstruire ce que j'ai aidé à endommager. J'étudiais mon fils, le gris apparaissant maintenant à ses tempes, les rides autour de ses yeux qui s'étaient creusés au cours de ces 3 derniers mois. Il avait l'air plus âgé, plus las, mais aussi en quelque sorte plus solide, plus réel. La plantation de printemps commence dans 2 semaines, dis-je lentement. Le verger a besoin d'être taillé. La clôture nord a besoin d'être réparée. Il y a un nouveau système d'irrigation en cours d'installation pour lequel j'aurai besoin d'aide. L'espoir vacilla dans ses yeux. Je pourrais faire ça. Je pourrais faire tout ça. C'est un travail difficile. De longues journées. Tes mains auront des ampoules et ton dos te fera mal et tu rentreras épuisé tous les soirs. Je sais.
Et à la fin, je pourrais encore ne pas te faire confiance. Je pourrais encore décider que cette ferme est la mienne seule. Que tu as perdu ton droit à toute partie de celle-ci quand tu as essayé de me la prendre. Je comprends. Je regardais de nouveau le verger, la terre qui avait coûté à Robert son intégrité, sa tranquillité d'esprit, et finalement sa vie. La terre pour laquelle je m'étais battu, pour laquelle j'avais failli mourir. Ce n'était que de la terre, des arbres et du sol et du travail acharné. Mais c'était aussi un héritage, une famille, la manifestation physique de chaque choix que nous avions fait, bon et mauvais. Sois ici à 6 heures du matin, dis-je. Apporte des gants de travail et porte des vêtements que tu ne crains pas de ruiner. Le visage d'Albert se transforma. Merci, maman. Merci. Ne me remercie pas encore. Nous verrons si tu tiens une semaine. Mais je souriais en le disant, et lui aussi. Après le départ d'Albert, je suis sorti seul dans le verger. C'est ce que je faisais la plupart des soirs maintenant, un rituel de souvenir et de renouveau. Je touchais l'écorce des arbres que Robert et moi avions plantés ensemble, notais ceux qui avaient besoin d'attention, planifier la saison à venir. Au plus grand arbre, je m'arrêtais. Quelqu'un avait laissé des fleurs. L'agent Morrison, qui me rendait visite de temps en temps pour me tenir au courant de l'affaire. Elle était devenue une sorte d'amie. Cette agente fédérale qui comprenait que la justice était plus que de simples affaires classées. Madame Hartwell. Je me retournai pour trouver James Thornton remontant le chemin, mallette à la main. Il rendait visite aussi, généralement avec des documents à signer ou des nouvelles de la succession de William Morse. Les 4 millions de dollars étaient à moi maintenant, légalement et entièrement. J'en avais mis la plupart de côté, ne sachant que faire d'un argent qui portait un tel poids. James, dis-je chaleureusement. Je ne vous attendais pas aujourd'hui. J'ai des nouvelles. Il souriait, ce qui signifiait généralement de bonnes nouvelles. Le dernier des associés de Carvey a accepté un accord de plaidoyer ce matin. Morrison dit qu'ils ont maintenant assez pour le mettre en prison à vie. Probablement plusieurs peines à perpétuité. C'est fini, dit Anne. Vraiment fini. Je sentis quelque chose se détendre dans ma poitrine. Une tension que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'elle était là. Merci pour tout. D'avoir cru en moi, de m'avoir aidé, d'avoir fait mon travail. Il secoua la tête. Diane, vous vous êtes sauvé vous-même. J'ai juste fourni une voiture et de la documentation. Tout le reste, le courage, l'intelligence, la pure détermination à aller jusqu'au bout, c'était tout vous. Robert aurait été fier, dis-je doucement. Robert aurait été reconnaissant, corrigea Thornton. Il vous a laissé les outils, mais c'est vous qui avez compris comment les utiliser. Dans cette lettre qu'il a laissée, il disait que vous étiez plus intelligente que quiconque ne le croyait. Il avait raison, mais même lui ne savait pas à quel point. Nous restâmes en silence confortable un moment, regardant le verger. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Que ferez-vous maintenant, demanda Thornton. Avec la ferme, avec l'argent, avec tout. Je réfléchissais à cette question depuis des semaines. La vérité était que je n'avais pas besoin de faire quelque chose de spectaculaire. Je n'avais pas besoin de créer une fondation ou de voyager dans le monde ou de faire de grands gestes. C'étaient les fantasmes de gens qui ne comprenaient pas que parfois, la victoire consistait simplement à continuer, à survivre, à choisir de rester et de construire malgré tout. Je vais gérer ma ferme, dis-je. Je vais réparer ce qui a été endommagé et planter ce qui doit être planté. Je vais regarder mon fils essayer de devenir un homme meilleur et décider saison après saison si je crois que ses efforts sont sincères. Je vais prendre un café avec le shérif Daniels une fois par semaine et dîner avec Sharon Morrison une fois par mois. Je vais vivre. C'est tout. C'est tout. Je lui souris. J'ai 63 ans, James. J'ai survécu à la mort de mon mari, à la trahison de mon fils, à une tentative de meurtre et à une conspiration vieille de 3 décennies. J'ai appris que je suis plus forte que je ne le pensais, plus intelligente qu'on ne le croyait, et plus capable que quiconque, y compris moi-même, ne le pensait. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas petit. C'est une victoire qui mérite d'être célébrée chaque jour. Thornton hocha lentement la tête. Vous êtes remarquable, Diane. Non, dis-je. Je suis juste ce que chaque femme de mon âge est. Une survivante qui a appris à utiliser son intelligence au lieu d'accepter les définitions que les autres lui donnaient de ses limites.
Nous sommes partout, James. Dans chaque ville, chaque famille, chaque situation où les gens nous sous-estiment parce que nous sommes vieilles, ou femmes, ou simplement des mères, des fermières ou des femmes ordinaires. Nous sommes celles qui se souviennent de tout, qui remarquent ce que les autres manquent, qui survivent aux gens qui pensent que la jeunesse et la force sont les seuls pouvoirs qui comptent. Je me retournai vers le plus grand pommier, vers l'endroit où Robert avait enterré ses secrets. Il pensait me protéger en me gardant dans l'ignorance. Mais l'ignorance n'est pas une protection. C'est juste un autre type de piège. Ce qui m'a protégé, ce sont 40 ans d'apprentissage de cette terre, de renforcement par le travail acharné, de développement du type de sagesse qui ne vient qu'en vivant pleinement et en prêtant attention. Raconterez-vous votre histoire? Demanda Thornton. Les médias ont appelé. Il y a de l'intérêt pour... Non. Ma voix était ferme. Ce n'est pas une histoire pour la consommation publique. C'est ma vie. La douleur privée et la rédemption privée de ma famille. Laissez-les écrire sur Carvey et ses crimes. Laissez-les célébrer la victoire du FBI. Mais ma part là-dedans, elle reste ici, sur cette terre, avec les gens qui l'ont vécu. Alors que Thornton retournait à sa voiture, je restais sous le pommier, regardant la dernière lumière s'estomper du ciel. Demain, Albert arriverait à 6 heures du matin, et nous commencerions le lent processus de, peut-être, possiblement, reconstruire quelque chose qui ressemble à une famille. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il tiendrait une semaine et déciderait que le travail de la ferme était trop dur. Ou je déciderais que sa présence était trop douloureuse. Quoi qu'il en soit, j'irais bien. La ferme continuerait. Les saisons tourneraient. Les pommes pousseraient. Et je serais là, m'occupant de ce qui comptait, protégeant ce qui était à moi, vivant la vie pour laquelle je m'étais battu. Le téléphone sonna dans ma poche. Mon nouveau téléphone avec un nouveau numéro que seule une poignée de personnes avaient. Je vérifiai l'écran. Albert. Pendant un moment, j'hésitais, ressentant un écho de ces nuits où ces appels avaient été des menaces déguisées en inquiétude. Mais c'était avant. C'était maintenant, et maintenant était plein de possibilités, aussi fragiles soient-elles. Allô, Albert, dis-je. Salut, maman. Je voulais juste dire que j'ai hâte d'être à demain, de travailler avec toi, d'apprendre de toi. 6 heures du matin, lui rappelai-je. Ne sois pas en retard. Je ne le serai pas, maman. Je t'aime. Les mots restèrent en suspens entre nous, chargés de tous les mois de trahison et de douleur, mais aussi de la possibilité de quelque chose de mieux. Je sais, dis-je finalement. On se parle demain. Je raccrochai et remis le téléphone dans ma poche. Les premières étoiles apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait. Les mêmes étoiles qui avaient été témoins de tout. Le pacte originel de Robert, ma fuite désespérée, la confrontation finale, et maintenant ce moment calme de paix, peut-être. Je retournai à la maison, ma maison, ses fenêtres brillant d'une lueur chaude contre le crépuscule. À l'intérieur, il y avait du café à préparer pour le départ matinal de demain, des comptes à vérifier, une vie à continuer de vivre. J'avais 63 ans. J'avais survécu. J'avais gagné. Et demain, je me réveillerai et ferai le travail à faire, comme je l'avais fait pendant 40 ans, comme je le ferai pendant toutes les années qu'il me restait. Parce que c'était ça, la vraie victoire. Pas la confrontation dramatique ou l'épreuve ou les arrestations. La vraie victoire était de continuer, de refuser d'être diminuée, rejetée ou détruite par des gens qui pensaient que l'âge et le sexe me rendaient faible. J'étais Diane Hartwell. Je gérais une ferme de 100 acres. J'avais enterré un mari et reconstruit ma vie. J'avais déjoué des criminels et survécu à la trahison de mon fils. J'étais descendu d'un treillis à 63 ans, j'avais déterré des preuves au milieu de la nuit et j'avais affronté une arme chargée sans broncher. Et demain, je taillerai des pommiers. C'était ça, la force. C'était ça, la sagesse. C'était ça, la victoire. J'éteignis la lumière du porche et verrouillai la porte. La serrure que j'avais changée pour un système que je contrôlais seul. Et je souris. La maison s'installa autour de moi avec ses bruits familiers. Plus menaçante, plus pleine de secrets. Juste chez moi. Enfin, vraiment chez moi. Maintenant, dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de regarder la vidéo sur votre écran en ce moment. Je suis sûr qu'elle vous surprendra.